Merci Julien. Vous pouvez vous asseoir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les élus du comité central, Mesdames et Messieurs les élus, chers camarades du Front National de la Jeunesse, peuple du Front National, soyez les bienvenus à Marseille. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'avais déjà l'honneur de prononcer le mot d'accueil à l'occasion d'une université d'été dont la qualité allait convaincre Marine Le Pen d'organiser désormais chaque année nos UDT dans la plus belle cité de France, dans la cité phocéenne. Je rappelais donc en septembre 2013 que Marseille était la capitale européenne de la culture, du cannabis, de la kalachnikov, des vols à la roulotte, mais aussi des embouteillages, de la pollution, de la magouille politique, du surendettement, du chômage de masse et bien sûr de l'immigration massive et incontrôlée. 2 années se sont écoulées depuis, 2 années qui ont vu le Front National remporter des victoires locales au retentissement national. Victoire dans la municipale des 13e et 14e arrondissements, élection d'un sénateur, premier parti des Bouches-du-Rhône à l'occasion des élections européennes, position confirmée à l'issue des départementales. Ces excellents résultats enregistrés par le Front National des Bouches-du-Rhône sont, je dois l'avouer, entachés, sinon d'un échec, en tout cas d'une non-victoire, face à un adversaire redoutable, le Front National du Var. La Fédération des Bouches-du-Rhône, malgré un effort permanent en ayant changé de permanence et un local plus somptueux encore que celui du Var, en ayant effectué des efforts encore une fois au quotidien, en ayant organisé des conférences de formation, et bien malgré tous ces efforts, et je remercie d'ailleurs les militants du FN13 pour leur travail, eh bien nous n'avons pas réussi à passer devant la Fédération du Var, qui reste la première fédération en nombre d'adjoints. Bravo aux militants du Var et à leur secrétaire départemental et ami, M. Frédéric Boccaletti. Rendez-vous à la fin de l'année pour le match retour. Mais revenons à Marseille, si vous le voulez bien. 2 ans ont passé donc depuis cette université d'été historique et la situation marseillaise n'a fait qu'empirer. Je n'évoquerai que 3 points, comme le veut la tradition républicaine. La sécurité, tout d'abord. Les statisticiens magiciens de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont annoncé il y a quelques jours une chute vertigineuse de l'insécurité à Marseille. Moins 20% sur la voie publique, moins 23% pour les cambriolages, et même moins de 30% pour les vols avec violence, bigre. Pour illustrer ce succès historique, le directeur départemental de la sécurité publique, M. Bourniquel, a même usé d'un argument, je cite, « À mon arrivée, il y avait 15 arrachages de colliers par jour. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un par semaine. » Alors, soit monsieur le directeur de la sécurité publique prend les Marseillais pour les imbéciles, soit il habite sur Mars, mais assurément pas à Marseille. Car il devrait savoir que les Marseillaises ne portent plus de collier. Tout simplement, elles ne prennent même plus leur sac lorsqu'elles sont obligées d'aller dans le centre-ville. Les Marseillais, ceux qui vivent Marseille, ont été abasourdis et scandalisés par cette propagande, car de toute évidence, ces chiffres sont bidons, truqués et manipulés. Des chiffres bidons, truqués et manipulés, c'est aussi la méthode utilisée pour masquer les conséquences de la folle politique d'immigration qui prend aujourd'hui l'attitude d'un véritable suicide. Une déferlante migratoire qui
change chaque jour un peu plus le visage de la ville de la Bonne Mère, et pas seulement dans les quartiers nord. Au voile islamique, devenu largement majoritaire dans de nombreuses cités, est venu se greffer de plus en plus le port du niqab, qu'une loi de 2010, souhaitée par l'UMP, avait pourtant interdit. Le repli communautaire et les revendications, les provocations communautaristes se multiplient. Que fait la municipalité, UMPS, encore que l'on ne dit plus UMPS aujourd'hui, on dit RPS ou RPS. Rassurez-vous, une bonne adhésion au Front National et vous en êtes préservés. Que fait-elle face à ce phénomène? Elle soutient par couardise ou par calcul électoraliste ce processus de remplacement de population par d'autres, avec ses conséquences logiques d'installation de nouvelles coutumes, de notre culte, de notre modèle de civilisation. Alors comment dès lors ne pas parler de grand remplacement? L'application zélée des 17 versets de la religion laïque et des droits de l'homme font aujourd'hui de la France le pays des droits de l'autre. Les Marseillais, à l'image des Français, sont devenus pour beaucoup d'entre eux les retraités, les agriculteurs, il y en a encore un petit peu à Marseille, les jeunes, les chômeurs. Ils sont devenus de véritables parias dans leur propre ville et dans leur propre pays, puisque moins bien traités que les étrangers, voire même que les clandestins. Un exemple concret de cette délirante politique d'immigration, la villa des Roms de Sévigné. Alors ça ne parlera qu'aux Marseillais ou ceux qui habitent dans les 13e et 14e arrondissements. Sévigné, c'est un établissement scolaire qui se trouve dans le 13e arrondissement. Et à côté de cet établissement, il y a une villa qui n'était plus habitée. Son propriétaire étant sous tutelle. Et bien, il y a 5 ans, des individus issus de la communauté Rome ont investi les lieux. Il y a 2 ans, une décision de justice avait prononcé l'expulsion des Roms. Il y a 2 ans. Mais la préfète à l'égalité des chances, parce que nous avons ça à Marseille. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons des préfets. Avait décidé d'interrompre de s'opposer à cette expulsion, et cela a encore duré 2 ans, jusqu'à ce qu'elle nous écrive, au mois de juin de cette année, pour nous annoncer qu'elle allait procéder à l'expulsion, qu'elle attendait la fin de l'année scolaire et des solutions de relogement. Elle allait donc procéder à cette expulsion avant la mi-juillet. Et puis la mi-juillet est arrivée, et puis la fin juillet, puis le début août, et puis la mi-août. Toujours pas d'expulsion. La seule qui avait fait ses valises, c'était la préfète à l'égalité des chances. Elle a été remplacée, bien sûr. Je suis donc allé rencontrer son successeur et je lui ai rappelé les engagements de Madame Lajusse. Lajusse, ça s'arrête là, hein, ça ne va pas jusqu'à la justice. Et il m'a expliqué, il dit, monsieur le maire, au mois de juin, nous ne pouvions pas imaginer ce qui allait se passer au mois de juillet. Et l'actualité que vous connaissez, monsieur le maire, l'actualité migratoire, a fait que les solutions de relogement prévues pour les Roms, nous avons dû les attribuer aux clandestins, aux migrants, comme ils disent. Voilà la réalité de leur folle politique d'immigration. Une vague migratoire en écrase une autre. Et puis dessous, vous trouverez les Français. Ce scandale est le parfait exemple qui démontre à quel point nos dirigeants sont incapables aujourd'hui de maîtriser le monstre qu'ils ont créé. Ici aussi, l'immigration est totalement hors contrôle. Et aujourd'hui, Marseille est devenue la 2e ville de France du salafisme. Les mosquées sont de plus en plus nombreuses à tomber entre les mains des barbus. Mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler cet après-midi. Et en 3e point, je vous ai gardé quand même le meilleur pour la fin, le plus savoureux. Marseille demeure, et de loin, la capitale mondiale de la magouille politique. S'ils
fallait un exemple pour vous en convaincre, permettez-moi de vous narrer l'œuvre, car à ce niveau-là, c'est carrément de l'art. L'œuvre réalisée par les deux grands artistes, les deux grands scénaristes du cinéma politique local, l'UMP Jean-Claude Gaudin et le socialiste Jean-Noël Guérini. Bref, retour en arrière. Nous sommes en 2008, au lendemain des élections municipales, et fort d'une majorité dite de droite, le petit Muselier, que certains appellent Muselier le Petit, après avoir été pendant 13 longues années le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin à la tête de la ville, était appelé, du moins le pensait-il, à devenir le président de la communauté urbaine. Il avait même commandé le nouveau mobilier et même un écran plasma pour son bureau. Contre toute attente, parce que c'était sans compter sur les accords secrets passés entre Jean-Noël et Jean-Claude. Contre toute attente, c'est Eugène Caselli, poulain de Jean-Noël Guérini, crinière blanche casaque rose, qui coiffe au poteau le fougueux mais désordonné Canasson Muselier. Et pendant 6 ans, c'est la gauche minoritaire, guériniste, qui gouverna la communauté urbaine de Marseille. Muselier écarté de toute influence sur la commune de Marseille, fin du premier acte. Pendant de longues années, le petit Muselier n'a eu de cesse de ruminer sa défaite, qui résonnait, il faut bien le dire, comme une humiliation. Il est même allé jusqu'à s'attaquer au système Guérini, s'aliénant un peu plus le président de ce qui était encore le Conseil général. Écœuré et surtout lâché par ses pairs, Renaud Muselier annonce même son vrai faux retrait de la vie politique. Vrai faux car il n'a jamais démissionné de son poste de conseiller municipal et a même soutenu la politique du maire de Marseille en votant son budget. Il partage donc avec lui le bilan désastreux de la gestion de la ville. 6 ans plus tard, nous sommes en 2014 et Renaud Muselier, le plus mauricien des Marseillais, revient sur la scène médiatique. Je dis mauricien car après avoir vanté les atouts de Marseille et la nécessité d'y investir pendant ces 13 années de mandat, c'est à l'île Maurice que Renaud Muselier a préféré investir quelques millions d'euros, allant même jusqu'à demander la nationalité mauricienne. Chacun appréciera le patriotisme économique et le patriotisme tout court du petit-fils de l'amiral, qui est en même temps un grand admirateur du général. Car il faut le savoir, M. Muselier a les adducteurs solides, il excelle dans le grand écart historique. Renaud Muselier voue un double culte. Un culte à son amiral de grand-père, ce que je me garderai bien de critiquer, et un culte au général de Gaulle. Mais quand on connaît les relations qui animaient les deux hommes, ces deux militaires qui se détestaient cordialement, on ne peut s'empêcher de penser que si l'un ou l'autre revenait, il y aurait des coups de pied au culte qui ne seraient pas perdus pour tout le monde. Ironie de l'histoire, le député européen Muselier siège au Parlement à côté d'une députée italienne, une certaine Alessandra Mussolini. Revenons à Marseille. Revenons à notre film. Le petit Renaud donc pointe le bout de son nez et annonce en 2014 qu'il va soutenir Jean-Claude Gaudin à l'occasion de ces élections municipales. Il sera face à votre serviteur et à ses colistiers et au toujours agréable et si délicat Patrick Menucci du Parti Socialiste. Au soir du premier tour, Gaudin est en tête, suivi du Front National, ce qui a déjà été un tremblement de terre, et de la liste du PS. Malgré une avance, Jean-Claude Gaudin n'est pas assuré de conserver sa mairie au soir du deuxième tour, et ce en raison de la loi PLM dont je vous ferai grâce. 8 secteurs, 8 listes. Il y a en réalité 8 élections municipales à Marseille. Gaudin sait qu'il va perdre le 7e secteur au profit du Front National, et c'est ce qui s'est passé. Au profit surtout des habitants du 13e et 14e arrondissement, et ce 8e secteur abandonné depuis longtemps au communautarisme socialiste de Samia Ghali. Il n'est pas certain de ce que vont faire les électeurs des 1er et 2e secteurs.
c'est la liste de Gaudin, qui est arrivée en tête, devant celle de Madame Lisette Narducci, qui n'est pas une inconnue ici. Madame Narducci est une proche, une fidèle de Jean-Noël Guérini. Elle fait partie de la majorité socialo-guériniste du Conseil général. Elle est même le maire sortant de ce secteur. Mais comme son mentor, elle est en rupture avec le PS. C'est donc sous l'étiquette Parti radical de gauche qu'elle se présente à l'occasion de cette élection. Réussissant à se qualifier, elle lance entre les deux tours un appel républicain, auquel va répondre Jean-Claude Gaudin. La liste Gaudin fusionnera avec la liste guériniste de Madame Narducci et ensemble, ils remporteront ce secteur, permettant ainsi au maire de Marseille de conserver son fauteuil. Un an plus tard, Madame Narducci, qui fait toujours partie de la majorité de Jean-Claude Gaudin à la ville, eh bien, se présente aux élections départementales. Vous le savez, il fallait former un binôme. Eh bien, elle formera un binôme avec Monsieur Guérini. Elle fait partie de la majorité municipale avec Jean-Claude Gaudin et elle est élue avec Jean-Noël Guérini au Conseil général. Le petit Renaud a une fois de plus avalé non pas une couleuvre, mais non, un anaconda. Du coup, il s'est présenté aux élections européennes où il a pris une fessée électorale et gageons que Marion lui donnera une nouvelle fessée électorale. Après un tel scénario, un tel quotidien à Marseille, après un tel film qui relèverait du roman, comment espérer que Marseille, ou plutôt son personnel politique, soit pris au sérieux? Comment le peuple historique de Marseille pourrait-il croire en l'avenir quand les porte-étendards des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et le vivre ensemble? Je t'en foutrais, moi, du vivre ensemble. Donne une telle image de la politique. Il y aurait de quoi désespérer Billancourt et le Vieux-Port, mais nous savons, nous, qu'en politique, tout désespoir est une sottise absolue. Pour sauver Marseille, pour que la capitale régionale amorce un redressement, il n'y a qu'une seule solution. Cette solution, mesdames et messieurs, elle porte un prénom. Ce prénom, c'est Marion. Et son équipe peuvent redonner confiance et espoir à Marseille et à l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sa victoire au mois de décembre n'est pas seulement possible, elle est nécessaire, elle est urgente. Une gestion saine, dynamique, rigoureuse et intelligente au service des Français d'abord de notre région permettra au navire amiral de s'amarrer sur les quais de Seine en 2017 pour que Marine puisse franchir les grilles de l'Élysée. Car l'enjeu, mesdames et messieurs, l'enjeu désormais n'est pas de savoir si nous allons pouvoir conserver les 35 heures, d'obtenir ou pas un point de plus de croissance ou une nouvelle ligne de métro. L'enjeu est de savoir si nous allons pouvoir rester français en France. C'est ça l'enjeu. C'est de savoir si la France restera un pays libre ou si nous allons devoir nous habituer à vivre avec le terrorisme comme l'annonce M. Valls et avec le salafisme par-dessus tout. La bataille sera donc rude, les vents violents. Il suffisait d'écouter hier le ministre de l'Intérieur à la mairie de Marseille, M. Cazeneuve, véritable Fouquier-Tinville des années 2015, qui a prononcé un réquisitoire contre le Front National, sans le nommer bien sûr. La bataille sera donc rude, les vents violents, tourbillonnants, ce sera un combat difficile. Mais rappelons-nous ce conseil éclairé que Maître Panis, Maître Voilier, Marseille dans la trilogie de Pagnol, que Maître Panis donnait à M. Brun
lorsque celui-ci hésitait à acheter le Pitalugue, parce qu'on disait qu'il chavirait. Il était connu dans toute la Madrague sous le surnom de sous-marin. Et M. Brum est tout chavire dans la vie. Et surtout les bateaux. Et César a ajouté, oui, surtout celui-là. Ce conseil à ceux qui hésitent, à ceux qui ont peur, quelquefois de leur ombre, si vous voulez aller sur la mer, en étant certain de ne pas chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Soyez cependant convaincus, nous sommes tous ici, mais faites-le savoir autour de vous, soyez cependant convaincus, mes chers amis, que le bateau, que le navire Front National n'est pas le Pitalugue. À rien, ni personne ne le fera chavirer. Rien, ni personne. Ici les voiles stupéfaits pour la France, direction plein sud. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, soyez les bienvenus à Marseille et excellente université d'été à tous.